Donc, je vais faire dérouler. Donc, tous ces risques, je les ai pris sur des sites en ce moment qui doivent être bien utilisés. Et donc, en juin de cette année, l'ANSES a ressorti quelque chose sur justement les feux de forêt. Elle a eu une espèce de prémonition. Ensuite, il y a l'ARS qui avait déjà publié malheureusement quelque chose en 2022 sur l'impact sanitaire des feux de forêt et sur les recommandations qui ont suivi. Donc, ils ont fait un communiqué de presse, ils ont mis à jour leur site, donc vous pouvez y aller. Et vous avez également tous les sites Atmo Nouvelle-Aquitaine qui vous donnent la qualité de l'air pratiquement en temps réel, jour après jour, par zone. Et vous avez un dossier particulier d'Atmo Sud de la région PACA qui est très bien fait également sur les particules ultra fines. Donc vous pourrez très bien, vous retrouverez ça sur notre site après, et vous pourrez vous connecter si vous voulez des éléments complémentaires par rapport à tout ce que je vais présenter. Alors on va partir d'abord sur la fumée pure des feux de végétation. Donc, la composition des fumées que l'on respire, elle varie en composition et en concentration suivant la distance que l'on a par rapport à l'incendie. C'est-à-dire que le pompier qui est très très proche, il va être exposé à des particules fines à un taux très 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 élevé. Et c'est pour ça qu'ils ont des masques, heureusement pour eux et avec des appareils de respiration autonomes. Donc, vous connaissez ça dans les entreprises là, qui sont présentes aujourd'hui. Hein, sur certains moments, il vaut mieux, quand on est en zone ATEX par exemple, il faut mieux avoir un masque particulier. Il y a également les particules de cendres dites géantes que l'on voit, les espèces d'escarbilles. Le risque, quand on est très proche de l'incendie, c'est le monoxyde de carbone. Ça peut être aussi au niveau d'une concentration de monoxyde de carbone après le passage de l'incendie dans des locaux qui étaient proches de l'incendie, qui sont toujours fermés, mais ça s'est infiltré. Vous avez des substances chimiques. Malheureusement, c'est une liste à la Prévert qui est difficile à lire. Donc, dioxyde de carbone, ce qu'on appelle les COV, donc composés organiques volatiles. Donc, l'acroléine, c'est les mêmes produits que vous allez retrouver quand vous faites cramer la poêle dans votre cuisine. Malheureusement, il y a aussi de l'acroléine, mais pas en même quantité. Le formaldéhyde, les composés semi-volatiles, c'est-à-dire qui sont un peu plus lourds, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, c'est tout ce qui est vous pouvez rattacher ça aux dérivés pétroliers, les dérivés de plastique, les métaux lourds, les oxydes d'azote également. C'est pour ça que les pompiers ont des détecteurs de CO et d'oxyde d'azote quand ils rentrent dans un lieu qui est enfumé sur les incendies. Et puis, au-delà des feux de végétation, il y a d'autres choses dans ces fumées, puisqu'il y a des voitures, des objets, des bâtiments qui ont été brûlés. Donc, c'est des sources de pollution différentes. Donc, il y a des hydrocarbures toujours, le formaldéhyde, le benzène, les plastiques. Pour tous les bâtiments avant 98, il peut y avoir un risque amiante. Les pompiers, maintenant, sont suivis et ont un tableau de maladies professionnelles individualisé par rapport à... Ils sont rentrés dans les tableaux d'amiante. Étant donné qu'on ne peut pas définir s'ils ne sont exposés ou pas que tout type de feu, donc on a bien vu au fil des années, on peut même avoir une exposition plomb sur certains bâtiments. Vous voyez, souvenez-vous de la Tour Eiffel, il y avait énormément de plomb, on a fait des dosages de plomb autour des personnes, des voisins de la Tour Eiffel. Et les pompiers qui sont intervenus ont eu des dosages de plomb. Et puis, vous avez tous les produits chimiques variés, comme les solvants, mais même la javel que vous avez laissée dans votre maison individuelle, quand elle crame, ça fait du chlore en dégagement, c'est pas non plus terrible. Et puis, il y a ce fameux retardateur de flamme qu'on a vu distribuer, donc rouge, qui est un produit américain qui s'appelle Fire Troll, et qui est composé, alors c'est de l'eau, il est rouge parce qu'il y a des oxydes de fer rouges, il y a quelques argiles qui augmentent la viscosité et un produit qu'on appelle le polyphosphate d'ammonium, qui est un retardateur de flamme et qui est aussi un engrais et qui englobe, comme ça un polyphosphate, il a une structure particulière qui va englober les structures et qui va surtout combiner, va libérer de l'eau quand il est exposé à la chaleur et donc c'est un retardant. Il ne va pas empêcher le feu, mais il va le retarder. Et c'est ce que vous avez comme additif dans les textiles dits inifugés, les revêtements de sol inifugés, dans les plastiques inifugés.
Il est noté quand il est utilisé pur comme provoquant une sévère irritation des yeux et il est irritant cutané et respiratoire potentiel en plus de tout ça. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui sont vraiment les pompiers qui sont exposés. On voit sur les images, les vidéos, qu'il y a plein de taches rouges un petit peu partout, ocre sur les véhicules et sur les vêtements des personnes qui sont présentes. Quels sont les risques immédiats pour la santé quand on est à proximité d'un incendie? Donc immédiatement, ben, on va dire le monoxyde de carbone, l'hypoxie, c'est ce qui fait qu'il y a plus de 70 pompiers qui, enfin, ils sont pas tous été en hypoxie, mais c'est pour ça qu'on a des infirmiers, des pompiers qui sont à distance de l'incendie, qui se relaient pour faire du nettoyage des yeux, mais aussi pour donner de l'oxygène, parce qu'il y a une diminution de la concentration en oxygène dans les poumons et par le fait dans le sang, il y a des risques de malaise importants, de perte de connaissance, et il y a également une déshydratation très très importante, ce qu'on appelle le stress thermique quand ils sont exposés à des températures très élevées. Donc c'est bien connu pour certaines des entreprises qui sont présentes ici quand on est obligé de mettre en place des factions à cause de la température extérieure. Les risques respiratoires, ben, quand on inhale ces produits, il y a un essoufflement, il y a une altération de la fonction pulmonaire. Si on est asthmatique, ça va encore plus mal se passer et vous avez ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique secondaire à cette exposition. Quelqu'un qui n'est pas asthmatique peut déclencher comme une crise d'asthme lors d'une exposition immédiate à un incendie, c'est-à-dire des difficultés respiratoires avec un spasme bronchique. Donc des risques cutanés, ça peut donner des rougeurs, des démangeaisons. Évidemment, les yeux, bah, si on n'a pas de lunettes de protection, on larmoie, on a des conjonctivites d'irritation avec des brûlures, évidemment. Tous les contacts avec les retardants, avec les suies immédiates. Des risques ORL, ben, la gorge est sèche, on a des pharyngites, laryngites d'irritation. Les microparticules PUF, elles sont absorbées par la circulation générale et il est reconnu dans la bibliographie que ça peut déclencher ou ça peut majorer des situations d'hypertension, d'arythmie, le cœur fonctionne moins bien, c'est des petites particules carbonées et c'est pas bon quand elles se déposent, voire des coronaropathies et déclenchement parfois d'infarctus. Mais il y a de gros risques psychiques, donc des anxiétés, des angoisses, des états de panique, même chez des pompiers qui sont pourtant bien habitués à ces situations. Quand il y a un retour de flamme ou qu'il y a une tornade de flamme qui se déclenche, des fois certains sont vraiment très mal, et puis évidemment des insomnies et puis des troubles digestifs. Alors à distance, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des persistances d'essoufflement, de taux d'irritation, une altération de la fonction pulmonaire. Les risques cardiovasculaires, ils sont bien documentés, c'est-à-dire que ces arythmies, on les retrouve, ces hypertensions, des gens qui n'avaient pas de problème avant, même s'ils étaient bien suivis, on ne retrouve pas ça, et malheureusement des coronaropathies, les coronaires qui ont souffert. Donc on aimerait bien les doser, ces particules, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de valeur définie. Donc c'est le sujet, l'ANSES est dessus et beaucoup de laboratoires de recherche sont en train d'essayer de déterminer une valeur réglementaire qui nous donnera plus d'éléments pour pouvoir exposer les personnes en milieu de travail et en population générale. Et puis psychiquement, ce que vous avez abordé tout à l'heure, donc l'anxiété, l'angoisse, les insomnies, la réviviscence des événements qui peut aller avec une telle peur que c'est de la prostration, une absence d'émotion aussi. Si vous avez un salarié qui reprend et qui ne manifeste rien et qui n'est pas gai, qui n'est pas triste, c'est ce qu'on appelle l'anédonie, c'est qu'il est vraiment en syndrome dépressif ou alors des peurs totalement irraisonnées, des replis sur soi. Et c'est ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique qui doit être pris en charge médicalement. Et cet état de stress peut se prolonger s'il n'est pas pris en charge médicalement. Donc n'hésitez pas à les envoyer vers les médecins traitants ou à nous les renvoyer au niveau infirmier et au niveau médecin pour qu'on les oriente vers leur médecin traitant, voire vers les urgences qui les prendront en charge avec les cellules. D'accord, il est évident que l'état de stress post-traumatique, ça va être majoré parce que l'entreprise est fermée, parce qu'elle est détruite partiellement ou totalement, et par la propre destruction des domiciles personnels. Alors, les facteurs individuels dans ces difficultés par rapport aux expositions, c'est bon, les pompiers, c'est les premiers exposés. Il faut savoir, comme quelqu'un qui essaie de nettoyer son entreprise, c'est qu'on se contamine. Il s'agit d'une pollution chimique importante. Donc, c'est une contamination. C'est pas un nettoyage vraiment. C'est pas comme si vous nettoyez votre maison. Ça n'a rien à voir. C'est une contamination. Donc, soit il y a un contact direct pour les pompiers, soit il y a une contamination
quand ils nettoient leur camion, quand ils enlèvent leurs vêtements, quand ils rangent leur matériel. Tout ce qui est sensible et vulnérable, ça passe, évidemment, c'est une évidence. Donc, excusez-moi, c'est une évidence, c'est les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, tous ceux qui ont des maladies respiratoires chroniques ou cardiovasculaires, les diabétiques, les immunodéprimés, les personnes dialysant ou ceux qui ont déjà des problèmes oculaires et les personnes en situation de précarité socio-économique. C'est parce qu'ils ne vont pas aller consulter leur médecin, c'est parce qu'ils ont déjà des locaux personnels qui sont abîmés et bon, ça sera plus difficile pour eux. Donc, comment on fait pour retourner sur le lieu de travail en zone incendiée? La première chose à faire, c'est d'évaluer les risques des structures brûlées ou qui sont en apparence intactes. Il faut faire très très attention. Donc le premier risque, c'est la reprise de l'incendie. Même s'il y a à peine une fumerole, on sait que ça peut couver. C'est pour ça qu'en ce moment, les pompiers, la DFCI sont en train de réarroser les souches et qu'après, il y aura un arrachage des souches pour éviter que le feu couve comme en 2022. Ça peut couver pendant des mois dans les souches d'arbres ou dans des bâtiments isolés. Donc il peut y avoir des bouteilles de gaz qui restent ou une connexion, enfin une absence de sécurisation sur un raccordement au gaz de ville, des effondrements de structures de plafond, une installation électrique endommagée, des câbles sous tension. On peut chuter simplement en essayant d'enjamber des choses qui sont tombées et les risques chimiques, donc les fumées stagnantes, l'essuie, ça c'est quelque chose d'important. Et si vous avez des produits chimiques qui sont stockés, il faut le signaler aux autorités. Voilà, c'est avec les risques d'explosion, voire que le produit chimique s'épande dans l'atmosphère en fuyant. Donc, comment est-ce qu'on évalue les risques? Il faut toujours être accompagné, donc c'est jamais tout seul. Il faut demander l'avis des autorités pour savoir s'il y a des besoins de travaux de sécurisation. Il faut y aller avec une entreprise spécialisée, avec les pompiers, avec les gendarmeries, et il faut y aller en journée. Si vous n'avez pas rouvert l'entreprise, il faut y aller dans la journée, il ne faut pas y aller la nuit, on n'y voit plus rien. La persistance de la pollution, théoriquement, tout le monde sur Biscarrosse actuellement, sur Parentis et ailleurs, devra avoir un masque FFP2 même dans la rue. C'est pas, il faut vraiment faire attention à ça, d'autant plus que c'est une femme enceinte, d'autant plus que c'est une personne qui a des difficultés respiratoires, on devrait avoir des masques FFP2. Si le local auquel vous arrivez s'est enfumé, vous demandez un avis pompier avant d'ouvrir. Et dès l'entrée, le pompier peut mesurer le CO, ça existe aussi pour vous, hein, mais il y a des détecteurs portables de CO pour savoir que vous pouvez rentrer en toute sécurité, parce qu'une intoxication monoxyde de carbone, vous allez tomber par terre dans les 5 minutes qui suivent. Il faut ouvrir pièce par pièce sans ventilation. Alors, il ne faut pas mettre en route la ventilation pour 2 raisons. La ventilation est polluée par des suies qui sont dites invisibles, et donc vous remettez en suspension des suies, et vous augmentez la pollution de la pièce. Et la deuxième chose, c'est que quand vous ouvrez toutes les fenêtres et que vous hyperventilez, s'il y avait par exemple une contamination d'une seule pièce, vous allez épandre cette pollution atmosphérique dans l'ensemble des pièces du bâtiment. Alors, théoriquement, la personne qui rentre, pour éviter de toucher, il faut qu'elle ait des gants de type nitrile épais et jetables, des lunettes à protection latérale si jamais il y a quelque chose qui se passe, et une combinaison jetable, c'est pas avec les vêtements du quotidien, des chaussures de sécurité, des bonnes chaussures de sécurité. Alors, je ne l'ai pas rajouté, il vaut mieux que la semelle soit résistante aux acides et au feu et aux perforations, donc c'est des types de chaussures de sécurité particulières. Et s'il y a des produits chimiques stockés, et même s'il y a une armoire à solvant par exemple, les armoires à solvant sont faites pour résister 90 minutes, mais si le feu a duré plus longtemps, les produits chimiques ont brûlé aussi, et il vaut mieux avoir un masque à cartouche si c'est un solvant de type A2P3, mais il ne faut jamais faire ça seul de toute façon. Donc demandez l'autorisation de rentrer dans votre entreprise après un incendie. Donc le nettoyage des locaux, c'est une décontamination d'une zone polluée. C'est pas passer la serpillière avec de l'eau, c'est lié à la présence de suie. Alors qu'est-ce que c'est que la suie? Vous avez tous eu une cheminée à un moment donné, vous avez vu ça chez vos parents, vos grands-parents. Il y a de la suie noire, donc c'est des particules de carbone, mais qui sont ultra fines, inférieures à 2,5 micromètres. C'est moins que l'épaisseur d'un cheveu, vous voyez. Et ça passe à travers la peau, ça rentre dans la circulation sanguine.
avec tous les produits qui ont brûlé dans la pièce, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des résidus d'hydrocarbures polycycliques, donc on peut doser. Pour les pompiers, c'est dosé immédiatement, par exemple avec le dosage du benzopyrène, ça on peut le faire. Pour les pompiers qui ont été exposés à quelque chose de très important. Des dioxines et des furanes s'il y avait des produits chlorés, des métaux lourds, du plomb, du cadmium. Il faut savoir que dans les équipements électroniques, il y a des dérivés d'arsenic, arséniure de gallium, les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, le benzène, le toluène, et toute cette suie, elle adhère sur tous les supports poreux et c'est volatile pendant plusieurs semaines. Donc ça ne va pas être aspiré et ça, il ne faut surtout pas l'aspirer et ça ne va pas disparaître comme ça. Donc vous voyez comment est-ce que théoriquement on doit pouvoir faire une décontamination de local pollué après un incendie. Donc une exposition à la suie, quand on la touche, ça fait des dermatites de contact enfin, qui démangent énormément avec de grosses rougeurs. Il y a des troubles respiratoires. Il y a ce qu'on appelle une conjonctivite chimique avec des rougeurs, des larmoiements, une sensation de corps étranger, l'impression d'avoir du sable dans l'œil. Et ça peut persister plusieurs semaines après l'exposition du début. Et après, les personnes exposées peuvent avoir une hypersensibilité chimique par cette polyexposition. C'est-à-dire que dès qu'ils sont exposés à quelque chose, un produit chimique, ils vont déclencher un problème. L'important, c'est de retenir que ça passe dans la circulation sanguine, y compris par ingestion, c'est-à-dire on ne se lave pas les mains, on va fumer une cigarette, enfin s'il y en a qui le font encore, ou manger quelque chose pour se restaurer à ce moment-là, eh bien ça passe dans le sang, ça passe dans l'estomac, ça peut engendrer des troubles neurologiques avec des maux de tête, des troubles cognitifs, et on suppose que ça engendre des perturbations endocriniennes chez les fœtus des femmes enceintes à ce moment-là, par le passage de ces suies dans la circulation sanguine. Donc un nettoyage d'un local brûlé, une entreprise brûlée, normalement ça se fait par une entreprise spécialisée, qui est habillée comme il faut, qui est certifiée ISO également. Donc il y a de l'abrasion, ponçage, décapage thermique, une aspiration spécialisée par aspirateur et pas, donc ceux qui connaissent la chimie, ils savent ce que c'est, donc avec un filtre thermique, c'est pas du balayage, c'est vraiment une aspiration particulière avec ces aspirateurs-là. Un aspirateur EPA, ça existe théoriquement chez des menuisiers par exemple, où ils ont un filtre spécifique pour les poussières de bois. Là, il y a des filtres spécifiques pour les suies. Ces entreprises, elles font des lavages chimiques avec des détergents, c'est pas du lavage à l'eau, pour pouvoir dissoudre les résines et les goudrons avec des encapsulants pour éviter que ça se répande. Et puis, ils vont parfois utiliser de la contamination thermique. Donc, vous voyez que c'est pas un nettoyage à l'eau. Hein. Donc, pour les employeurs, on retombe sur les obligations de mettre en place une démarche de prévention, surtout dans ces cas-là. Donc, on s'appuie sur l'article 4121-2 du Code du travail, les 9 principes généraux de prévention. Ce qui nous intéresse là, c'est évaluer les risques, apprécier l'exposition aux dangers, et les résultats de l'évaluation sont dans le DUR, document unique d'évaluation des risques. Donc, mettre à jour le document unique, avec un plan d'action, le service de santé des Landes peut vous aider à le mettre à jour. Ce n'est pas un souci, on a des personnes qui sont compétentes pour ça. Surtout s'il y a réintégration dans des locaux qui ont été réhabilités, et peut-être pas tout de suite, et avec la mention obligatoire maintenant depuis quelques années sur les risques RPS et notifier les états de stress post-traumatique possibles, potentiels, et le plan d'action, ça sera orienté par exemple vers le service de santé pour une aide à la gestion de ces états de stress. Et ensuite, vous devez absolument, en tant qu'employeur, donner les instructions appropriées aux salariés, les former et les informer afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention. Donc, je répète, le retour des salariés au travail dans des locaux réhabilités s'effectue après décontamination d'une pollution et vérification que les locaux sont en sécurité et quand le nettoyage a été fait par une entreprise spécialisée. Au niveau santé-travail, dans les dossiers individuels santé-travail, on va tracer ces expositions suivant le type même si c'est personnel, hein, suivant le type d'exposition, selon l'intensité et la durée. Si c'est en milieu de travail, c'est après évaluation de l'employeur et du service santé-travail, si on reprend dans le local dépollué. Les pompiers, donc ils ont un suivi avec le SDIS évidemment, mais nous les suivons avant même ces incendies. Quand on marque pompier, on sait qu'on fait attention au risque amiante, au risque formaldéhyde,
et on vérifie que 20 ans ou 30 ans après, par scanner, il ne développe pas de cancer du poumon ou de la peau. Un cancérogène comme les produits que j'ai cités, il y en avait des nombreux. Les choses sont cancérogènes euh, à distance, c'est-à-dire à 20 ou 30 ans. Ça sert à rien de faire des radios du poumon maintenant. Ça sert strictement à rien, on verra rien. Puis sur une radio, on voit rien. Mais par contre, on le note dans les dossiers, on informe les médecins traitants et dans 20 ans, on aura un scanner à faire si l'exposition a été très importante. Donc, je vais reprendre ce que disait au Moyen Âge Paracelse, il disait le poison est dans la dose. C'est-à-dire que vous êtes exposé une fois à une fumée d'incendie, il ne va pas se passer grand-chose, mais le pompier qui est en train d'intervenir actuellement sur les feux, bah lui, il va falloir qu'il ait un suivi très très précis et très fréquent pour éviter qu'il déclenche ce genre de cancer, parce qu'il a été exposé de façon intense, de façon répétée et très longtemps, surtout avec les incendies actuels, et il a été exposé très très longtemps. Donc l'accompagnement psychosocial, chez nous, ça se fait avec nos assistantes sociales et les psychologues de tous les secteurs, c'est-à-dire que nous avons une psychologue sur le secteur de Biscarrosse, mais tous les psychologues de tous les secteurs du PST Land sont à votre disposition et prendront le relais en visio ou en présentiel. Il n'y a pas de problème. Visite médicale et entretien infirmier à la demande, vous serez prioritaire, que vous soyez salarié, employeur ou indépendant, sans restriction de place. J'ai mis ou de temporalité après l'incendie parce qu'il y a des gens qui vont tenir le coup pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et qui vont s'effondrer quand ils auront réussi à régler beaucoup de problèmes et c'est là où brutalement ça va être difficile pour eux. Donc on aura une évaluation clinique possible et on pourra faire une réorientation spécialisée, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec des problèmes respiratoires. On va évaluer son souffle, son souffle, on va prendre un oxymètre de pouls, on va faire un pic flow, et si la personne respire mal, on va orienter en urgence, soit aux urgences, soit vers un pneumologue, parce que la personne continue à mal respirer. Et les accompagnements psychologiques qui ont été mis en place par rapport au national, donc le ministère du Travail dès le 25, donc Stéphanie Rist, ministère, a mis en place le 2507 une cellule d'urgence médico-psychologique sur l'ensemble du Sud-Ouest avec un numéro particulier. La ville de Biscarrosse a mis en place une cellule d'urgence avec le SAMU et l'ARS. Vous pouvez la joindre en composant le 15, vous rendre directement à la salle Saint-Exupéry où il y a un centre d'accueil avec la Croix-Rouge, le Secours populaire, et donc il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent et qui soutiennent ces personnes et qui répondent à leurs questions. Et donc, spécifiquement au PST des Landes, il y a un accompagnement médical et psychosocial, je me répète, et là, j'ai mis les coordonnées du service social pour les assistantes sociales. Et l'ensemble des secrétaires médicales de notre service sont capables de redispatcher les demandes qui leur arrivent, que vous appeliez Biscarrosse, Dax, Saint-Pierre-du-Mont, on a aussi Cap-Breton. Et on est tous mobilisés, tous mes confrères, tous les collègues infirmiers et psychologues sont à votre écoute pour répondre dans cette situation d'urgence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?